International maintenant, d'après des soldats ukrainiens basés à la frontière, les chars russes auraient reculé de 10 km. Monsieur Poutine, vous retirez vos troupes? Non, on prend de l'élan. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot, je ne sais quelle organisation, je ne sais quelle préparation. Tout cela est parfaitement ahurissant. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Aujourd'hui est un jour de joie et de fête. Chers citoyens russes, chers Criméens, chers habitants de Sébastopol, après un interminable, difficile et très long voyage, la Crimée et Sébastopol reviennent à la maison. À leur port d'attache, à la Russie. Non si può dire senza fare i profeti, l'Europa sarà cambiata. Oggi dico a voi moltitudinalmente che questo secolo, decimo, XX, sarà il secolo del fascismo. S'il vous plaît, l'heure est grave. Les pays agressent d'autres pays. Ces attaques font appel à un armement révolutionnaire. En bref, toujours à l'étranger, ce nouveau tir de missile en Corée du Nord, un essai de courte portée effectué au large de la côte est du pays, supervisé, vous le voyez, par Kim Jong-un en personne. Une provocation pour protester en fait contre les manœuvres militaires actuellement en cours des armées américaines et sud-coréennes. Don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Mur de Berlin en 1989, c'est tout le bloc communiste de l'Est qui s'effondre, marquant le début de la réunification du continent européen. 8 ans plus tard, l'Europe lance le 5e élargissement de l'Union. Chaque pays candidat doit fournir des efforts pour adopter les règles communautaires. Comme dans une classe, la Commission publie tous les ans les progrès réalisés. En 2004, 10 d'entre eux reçoivent leur diplôme et rejoignent officiellement l'Union européenne. C'est 500 ans d'histoire qu'on a renversé ce soir. C'est la réponse à Yalta. C'est une Europe unifiée qui aujourd'hui peut être heureuse d'être unifiée. Et c'est vraiment la fin de beaucoup de cauchemars.
Parmi eux, 3 anciennes républiques soviétiques, Estonie, Lettonie et Lituanie. 4 ex-satellites de l'URSS, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie et une ancienne république yougoslave, la Slovénie. I think we all find this an emotional moment. Welcome to Strasbourg. Welcome home. En 2007, les 2 pays les plus pauvres, la Bulgarie et la Roumanie, hissent leur drapeau dans le Parlement. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo procedentes de Bulgaria y Rumania. En 3 ans, l'Union européenne a quasiment doublé, passant de 15 à 27 membres. S'applique dans 28 pays, ce qui représente un marché de 500 millions de consommateurs. Du coup, les banques, les multinationales, les industriels, bref, les puissances de l'argent sont prêtes à tout pour essayer d'influencer les institutions européennes. Résultat, à Bruxelles, 25 000 personnes travaillent pour des lobbies, tandis que 25 000 fonctionnaires sont employés par la Commission européenne. Comme si derrière chaque fonctionnaire, il y avait un lobby qui, dans l'ombre, tente de tirer les ficelles. Le nerf de la guerre, c'est bien sûr le fric. En 2011, le Sunday Times a piégé 60 députés européens en se faisant passer pour une grande entreprise prête à claquer 100 000 € pour acheter leur vote. Résultat, une quinzaine de députés n'ont pas été insensibles à cette proposition. En étudiant les amendements déposés au Parlement européen, des journalistes ont d'ailleurs découvert qu'il s'agissait parfois d'un simple copier-coller de textes rédigés par des lobbies. Amazon, Microsoft, la Fédération européenne des banques ou encore la Chambre américaine de commerce ont ainsi fait adopter des dizaines d'amendements. Une autre technique consiste à débaucher des fonctionnaires européens pour utiliser leurs connaissances des dossiers et leur carnet d'adresses. Exemple, sur les 13 commissaires européens qui ont quitté leur poste en 2011, 5 d'entre eux ont immédiatement été embauchés à prix d'or par des lobbies. N'étant soumis à aucune obligation de transparence, les lobbies avancent masqués. Exemple, une ONG censée militer pour la protection de la vie privée des internautes s'est révélée en réalité être financée par Yahoo, Google et Facebook. Aux dernières élections européennes, moins de 50% des Français sont allés voter, comme si l'Europe ne les intéressait pas vraiment. Bonne nouvelle pour les lobbies. Tant que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe à Bruxelles, les voilà tranquilles pour tirer les ficelles dans l'ombre. On aimerait tous y croire, et de fait, la réalité y incite. La guerre froide est bien terminée. Même George Bush l'a répété, confirmé hier, à l'occasion de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Bucarest, en Roumanie. Mais tout de même, l'intention américaine d'installer en Pologne et en République tchèque un système de défense antimissiles donne des boutons à la Russie. Les États-Unis ont beau répéter à l'envi que ce système est dirigé contre une éventuelle attaque iranienne, Moscou y a vu une pierre dans son jardin. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Depuis quelque temps, le soufflet a semblé redescendre, les mots devenir un peu plus amènes, au point qu'hier, George Bush a présenté ce bouclier antimissile comme une occasion unique de fonder un nouveau partenariat avec la Russie. Et pour discuter de tout cela, nous sommes avec Bruno Gruzel, qui est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci, Monsieur Gruzel, d'être ici avec nous. Je vous en prie. La première question, elle découle de ce que je viens de dire. Quel changement de ton, brusquement? On croyait que c'était un point d'achoppement, voire d'affrontement. Il y a quelques mois, d'ailleurs, vous étiez venu sur ce plateau pour en parler, et tout d'un coup... Bien, a priori, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que... depuis 10 mois à peu près, voire même un an, les Américains tentent de convaincre les Russes qu'il ne doit pas y voir autre chose que ce qu'ils présentent depuis que le projet a été lancé, c'est-à-dire un outil de défense de l'Europe contre les missiles balistiques iraniens, futurs missiles balistiques iraniens. Et puis deuxièmement, ils leur ont donné un certain nombre de garanties sur le fait que ces systèmes ne pourraient pas être utilisés pour... intercepter des missiles stratégiques russes. Alors, si je me souviens bien, à l'époque, Moscou avait allumé un contre-feu en proposant aux Américains d'installer l'une de ses bases en Azerbaïdjan sous prétexte de se rapprocher précisément de l'Iran.
Est-ce que ça veut dire que ça a été abandonné et que donc les arguments des Américains ont été suffisamment convaincants? Alors plus précisément, ce qu'avait proposé à l'époque Vladimir Poutine, c'était que les Américains puissent avoir accès aux données fournies par un radar qui est effectivement situé en Azerbaïdjan. Non, l'idée n'est pas abandonnée. Du reste, il me semble que parmi les propositions qu'ont fait les États-Unis à Moscou, il y a la possibilité de fusionner les données qui proviendraient des radars d'alerte, notamment celui qui se trouverait en Pologne, et d'autres atouts, notamment russes. Pourquoi sommes-nous inquiets? Ces radars et ces systèmes de défense couvrent notre territoire jusqu'en Oural. Ils neutralisent une partie de nos armes nucléaires terrestres qui sont la base de notre potentiel de défense. Tous les experts le savent. Ensuite, on vient nous dire « Ne vous en faites pas, nous n'utiliserons pas ce dispositif contre vous. Nous, on est les gentils, on est honnêtes. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé. Dans ce cas-là, si on estime, et on y viendra encore à propos de ce sommet de l'OTAN, si on considère tout cela comme un marché, qu'est-ce que Moscou gagne? C'est une bonne question. Il me semble que la contrepartie serait plutôt sur d'autres dossiers que sur le dossier de la défense antimissile. Encore une fois, je pense que Moscou a voulu faire un geste d'apaisement et que Washington tenait à la fois au projet. Alors, ceci étant, quand on parle de Washington, il faut bien faire une différence entre l'exécutif et le législatif. En tout cas, l'exécutif y tenait et par conséquent se révélera plutôt content d'être parvenu à un accord. Encore une fois, si l'accord est réalisé. Et dans ce cas-là, sur quel autre dossier on peut imaginer que Moscou, dans ce cas-là, reste intransigeant? L'élargissement, notamment. Je pense que c'est une des vraies questions. Alors, ceci étant, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'OTAN, mais je pense que s'il y a eu un accord, c'est plutôt sur l'attitude américaine vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Géorgie, plutôt que donnant sur la défense antimissile. Et là, il semblerait que ça marche, puisque les dernières nouvelles que l'on a de Bucarest, précisément, semblent remettre un peu au calendrier grec les envies ce que j'ai cru comprendre. Géorgiennes et ukrainiennes. Dans ce cas-là, précisément, d'ailleurs, par rapport aux Russes, il semblerait que ce ne soit pas les Américains qui fassent le sale boulot, entre guillemets, mais qu'on envoie les Européens. Non, alors là, en l'occurrence, quand même, en tout cas sur le dossier de la défense antimissile, c'est vraiment les Américains qui ont été en première ligne. Condoleezza Rice et le secrétaire à la Défense sont rendus plusieurs fois à Moscou. Un nombre incalculable de délégations se sont rencontrées sur le sujet. George Bush est même intervenu, il me semble, il y a quelques mois, en proposant un certain nombre d'aménagements de façon un peu discrète, mais un certain nombre d'aménagements au projet initial. Donc non, là sur le dossier, c'est vraiment un dossier bilatéral. Du reste, les Polonais et les Tchèques s'en sont quelquefois plaints sur le thème. Il y a un accord qui est en train d'être passé à nos dépens. Et précisément, justement, où en sont aujourd'hui les Polonais et les Tchèques sur ce dossier? La plupart des adhésions d'anciens pays du bloc de l'Est à l'OTAN ont eu lieu entre 1999 et 2017 et ont été très mal perçues par Moscou. Exemple la Pologne, elle entre à l'OTAN en 1999 et accueille depuis une partie du bouclier antimissile américain. En 2004, c'est l'intégration des États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui porte l'Alliance Atlantique encore plus proche des frontières de la Russie. Autre pays stratégique, la Roumanie, entrée elle aussi en 2004, son port de Constanța offre un accès précieux sur la mer Noire. En 2014, la Russie annexe la Crimée. L'OTAN réagit en renforçant sa présence en Pologne et dans les États baltes, avec 4 bataillons multinationaux, soit près de 6 000 hommes, accompagnés de blindés et d'avions de chasse. Par ailleurs, les membres de l'OTAN lors du sommet de Newport prennent l'engagement d'augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 2% de leur PIB,
Vous le voyez, ces engagements ont été plus ou moins tenus, mais la guerre en Ukraine change évidemment la donne, notamment avec le réarmement annoncé de l'Allemagne. Le drapeau américain flotte sur ce bâtiment construit dans un petit village roumain. Il abrite un centre de commandement de batteries de missiles intercepteurs technologie dernier cri, inauguré en grande pompe. Les États-Unis et la Roumanie font l'histoire aujourd'hui en livrant ce système à l'OTAN. Dès le sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet, l'organisation transatlantique prendra la direction du système antimissile. Un système qui, selon l'Alliance, vise uniquement à protéger l'Europe contre l'Iran ou la Corée du Nord. C'est un système de défense. Il ne portera pas atteinte à la stratégie de dissuasion nucléaire de la Russie. Mais l'argument ne convainc pas Moscou. Le gouvernement russe est furieux. Nous continuons à percevoir les activités destructrices des États-Unis et de leurs alliés comme une menace directe à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Nous en tirerons les conséquences, y compris des mesures d'ordre militaire et techniques. La mise en place du système antimissile a été décidée en 2010. Commandé à partir d'une base américaine en Allemagne, il comprend de puissants radars installés au Royaume-Uni et en Turquie, des navires de lancement de missiles dont le port d'attache se trouve en Espagne, ainsi que les batteries antimissiles construites en Roumanie et prochainement en Pologne. Sur le site polonais, les travaux commencent ce vendredi. Je l'ai vu pour la retour en Pologne en 1998, année où sa condamnation à mort a été levée. 9 ans s'étaient écoulés depuis la chute du communisme, 7 ans depuis la fin de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. On ne savait pas grand-chose de lui. Lorsqu'il servait comme colonel dans l'état-major de l'armée polonaise, Richard Kuklinski aurait transmis aux Américains plus de 40 000 pages de documents classés top secret concernant le pacte de Varsovie. D'aucuns affirment que s'il ne l'avait pas fait, la Troisième Guerre mondiale aurait éclaté. Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Je rappelle que le Parlement de Russie donne au président le droit d'intervenir militairement en Ukraine. J'espère vraiment ne pas avoir à faire usage de ce droit. C'est vrai que la posture psychologique du Führer... will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. La vague de manifestations qui secoue l'Ukraine depuis novembre 2013 a conduit à la destitution le 22 février du président Viktor Yanukovych. Dans un pays en pleine crise économique, cette mobilisation est révélatrice d'une colère populaire contre la dérive autoritaire du pouvoir. Mais elle est aussi le symbole d'un clivage entre une partie de la population tournée vers la Russie et une autre qui regarde vers l'Europe. Mais alors, comment expliquer le tiraillement de l'Ukraine ? Au cours de l'histoire, les territoires qui composent l'Ukraine d'aujourd'hui ont été sous l'influence de différentes puissances extérieures, partagés le long d'une ligne qui coïncide grossièrement avec le cours du Dniepr. À l'ouest du fleuve, la domination des Lituaniens, des Polonais puis des Austro-Hongrois ancre ces régions en Europe. À l'est du Dniepr, en revanche, ce sont les Russes qui affirment leur emprise sur ces terres, qui, via la mer Noire, leur offrent un débouché sur les mers chaudes. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, la Russie conquiert finalement la plupart des terres occidentales. En 1917, à la chute de l'Empire russe, l'Ukraine proclame brièvement son indépendance. 5 ans plus tard, elle est incluse dans l'Union soviétique.
La collectivisation forcée et la répression stalinienne culminent avec la grande famine des années 30 qui fait plus de 6 millions de victimes, en grande partie dans l'ouest du pays. Quelques années après, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine devient l'un des théâtres majeurs de la Shoah et connaît des combats d'une extrême violence. Plus de 8 millions de personnes perdront la vie. Ces deux tragédies sont fondatrices d'une mémoire ukrainienne éclatée. L'Ukraine soviétique atteint progressivement sa taille actuelle et en 1991, à la chute de l'URSS, elle retrouve son indépendance, même si durant plusieurs années, le pays reste sous le contrôle d'un régime pro-russe. C'est l'année 2004 qui change la donne. À l'issue de l'élection de Viktor Yanukovych, jugée frauduleuse, la révolution orange, menée par Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko, porte au pouvoir des forces politiques libérales et pro-occidentales. Lors d'un nouveau scrutin, la fracture électorale entre Est et Ouest est nette. Si l'élite politique ukrainienne se rapproche alors de l'Union européenne, l'influence russe reste très présente, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel d'abord, Moscou considère Kiev comme la toute première capitale de la Russie au Moyen Âge. Un héritage encore perceptible aujourd'hui, 17% de la population ukrainienne est d'origine russe et la partie orientale du pays est majoritairement russophone, tout comme la capitale, Kiev. En termes stratégiques ensuite, l'Ukraine est un atout majeur pour l'armée russe, notamment la province autonome de Crimée, qui bénéficie d'une situation idéale sur la mer Noire. Et dans le port de Sébastopol, ville majoritairement russophone, un accord entre les deux gouvernements garantit à Moscou le maintien d'une importante base navale. La dépendance énergétique, enfin, est un autre élément qui limite l'autonomie du pays face à la Russie. 58% du gaz consommé en Ukraine est russe, et ce levier est utilisé par Moscou pour faire pression sur Kiev, comme en 2006 et en 2009, quand la Russie avait fermé ses robinets. En 2010, Viktor Yanukovych revient au pouvoir dans un pays affaibli par la crise financière, les lourdes factures gazières et la corruption. L'Ukraine en crise est néanmoins courtisée par ses voisins, avec lesquels elle entretient de fortes relations commerciales. À l'ouest, l'Union européenne, voisine directe de l'Ukraine depuis les élargissements de 2004 et 2007, envisage de l'intégrer dans son partenariat oriental. Un projet qui cible plusieurs anciennes républiques soviétiques, avec un double accord d'association et de libre-échange à la clé. À l'est, Vladimir Poutine, qui s'emploie à reconstruire l'ère de domination russe, veut faire de l'Ukraine une pièce maîtresse de son union douanière. La préfiguration d'une union eurasienne qui réunirait de nouveau plusieurs républiques d'ex-URSS. Tandis que Yanukovych jongle entre les deux propositions, Moscou s'emploie à faire pencher la balance de son côté. La stratégie est double, proposer une aide financière et une baisse du prix du gaz, tout en bloquant aux frontières certaines exportations ukrainiennes. Mais à la fin 2013, Yanukovych annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. La volte-face du régime provoque la colère d'une partie des Ukrainiens qui y voient une trahison et occupent la place de l'indépendance de Kiev. Face à la violente répression policière, le mouvement se radicalise et la contestation s'étend dans d'autres régions, particulièrement à l'ouest. En février 2014, un énième blocage politique provoque un regain de tension. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants font plus de 80 morts et des centaines de blessés. Après la fuite de Viktor Yanukovych et sa destitution le 22 février, une partie des Ukrainiens de l'Est refuse de reconnaître les autorités de transition. Le spectre d'une partition de l'Ukraine inquiète, éviter la sécession sera le principal défi du nouveau pouvoir. Мною принято решение по проведению специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям,
с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Или что это вообще? Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Vous me faites rire. L'Ukraine partage ses frontières avec, à l'ouest, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Moldavie, qui, elle, n'en fait pas partie. Au nord, la Biélorussie, et bien sûr la Russie à l'est avec près de 2000 km de frontières communes. Au sud, le pays est bordé par la mer Noire et par la mer d'Azov. Peuplé de 44 millions d'habitants environ, son territoire est un peu plus grand que la France. Kiev, sa capitale, est située sur le Dniepr, le fleuve qui traverse le pays. Alors à présent, on va regarder la carte des langues. Elle divise l'Ukraine entre d'une part l'ouest et le centre du pays, les habitants y parlent très majoritairement l'ukrainien, et d'autre part le sud et l'est où l'on parle russe, et plus particulièrement dans certaines régions ou oblasts comme la Crimée, qui compte 90% de russophones, et les régions de Lougansk et Donetsk au nord-est. Alors maintenant, on va remonter dans le temps, on va remonter au milieu du 8e siècle, date à laquelle le russe, ou État de Kiev, est fondé par des vikings, les Varegs. Vladimir le Grand se convertit au christianisme en 988. La Sainte Russie est née.
Tosje. Variaga. Imienujemy Ivar. Upił się nocą, bo wydaje się mi, jakie koroli jest. Si se uprosumme ne koroli. I pute ne jako koroli deite. Kvacajaran. Privezemo do Kieva. Vi even per veje zablatiti me zavesti. Kvata folk tetta. Rus. Au XIe siècle, cette principauté slave est à son apogée. Centre culturel et religieux, il s'étend de la Baltique à la mer Noire et contrôle les routes commerciales. C'est le plus puissant État d'Europe. Bien des siècles après cet âge d'or, le russe de Kiev demeure dans l'imaginaire russe le berceau de la nation. Alors à présent, voyons la situation au milieu du XVIIe siècle. En 1667, le territoire ukrainien actuel est déjà sous influence multiple. La rive droite du Dniepr, à l'ouest, appartient à la République des deux nations polonaise et lituanienne, tandis que la rive gauche et Kiev, à l'est, est sous domination du Tsarat de Russie. Au sud, le Khanat de Crimée est peuplé de Tatars. À la fin du XVIIIe siècle démarre une longue période de domination russe. En 1783, les Russes annexent la Crimée. En 1795, l'impératrice Catherine de Russie récupère la rive ouest du Dniepr. L'empire des Habsbourg s'arrogeant les régions occidentales. Au sein de l'empire russe, le terme d'Ukraine est interdit. C'est désormais la Petite Russie. C'est le grenier à blé de l'empire, grâce à ses riches terres noires, et aussi sa première région industrielle, avec la houille dans la région orientale du Donbass. En 1917, nouvelle étape. L'Ukraine accède pour la première fois à l'indépendance à l'issue de la Révolution de février et de la fin de l'Empire russe. En novembre, le premier parlement ukrainien, la Rada, s'oppose aux bolcheviks et proclame la République populaire d'Ukraine. Sauf qu'à l'est du pays, une république soviétique d'Ukraine pro-russe est-elle proclamée à Kharkov. Cette indépendance sera de courte durée, l'armée rouge occupant le pays. En 1922, la République socialiste soviétique d'Ukraine est intégrée à l'URSS. Dans ces années 20, la collectivisation forcée des terres provoque la résistance de la paysannerie et le réveil nationaliste ukrainien. Les années 30 sont marquées par la famine orchestrée par Staline pour briser la paysannerie et le nationalisme. C'est l'Holodomor, ou extermination par la faim, qui aurait fait 6 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire ukrainien s'est étendu à l'ouest au détriment de ses voisins, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. On estime que 8 millions d'Ukrainiens ont péri pendant la guerre. En 1954, Nikita Khrouchtchev offre la Crimée à l'Ukraine, république soviétique modèle, la plus peuplée de l'Union derrière la Russie. Après-guerre, l'Ukraine occupe en effet une place centrale dans l'économie de l'URSS. Elle produit un quart de la production agricole soviétique et les mines de fer de Krivoy Rog et le charbon du Donbass alimentent en acier le complexe militaro-industriel. Quand en 1991, le régime soviétique s'effondre, l'Ukraine devient de nouveau indépendante, même si elle demeure dans l'orbite de la Russie. C'était il y a quelques mois. Énième démonstration de force de la Russie. L'armée essaye son nouveau missile hypersonique Zircon, jugé invincible par Moscou. Le test a réussi parfaitement, c'est impeccable. C'est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense. Chars militaires flambant neufs, missiles S-400, avions de chasse Sukhoi et MiG. Depuis 2008, Vladimir Poutine investit massivement dans l'armée de son pays, deuxième puissance militaire mondiale, avec un budget estimé à 56 milliards d'euros, plus de 4% du PIB,
une fierté nationale. Nous défendrons fermement nos intérêts nationaux et assurerons la sécurité de notre peuple. Les vaillantes forces armées russes, héritières des soldats de la victoire, en sont une garantie fiable. Le maître du Kremlin veut dominer tous les terrains et le faire savoir au monde entier. Sur ces images rarissimes, 3 sous-marins nucléaires qui émergent en pleine banquise. La mise en scène, spectaculaire, met en avant l'un des atouts majeurs de la Russie, première puissance nucléaire mondiale, avec 5977 ogives. En pleine guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine va jusqu'à utiliser cette menace. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Bien compris. Son arme la plus redoutable, le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par les Occidentaux, le plus gros missile de destruction massive jamais conçu, capable de frapper avec ses 12 têtes nucléaires dans un rayon de 10 000 km. En théorie, indétectable par les radars. Pourtant, malgré tout cet arsenal, dans cette guerre contre les Ukrainiens, sur le terrain, les forces de Moscou connaîtraient quelques difficultés, comme sur cette vidéo où des soldats russes, abandonnés dans la campagne par leur hiérarchie, filment leur situation. On nous dit depuis 3 jours qu'on va venir nous récupérer, mais personne ne fait rien. Dès que nous avons dormi par terre, sans tente, sans nourriture. Voilà où nous avons dormi. Nos bottes sont trempées, on ne sait pas quoi faire. Voilà ce que c'est l'armée russe. Dans cette autre vidéo, ce soldat ukrainien, lui, montre des rations alimentaires russes. Soldats russes, je m'adresse à vous et peut-être à vos mères. Elle serait périmée depuis 2015. L'armée russe pourrait également connaître des problèmes de ravitaillement en carburant. Il y a quelques jours, ces images satellites américaines montraient un convoi impressionnant de 60 km de blindés russes bloqués aux portes de Kiev. Autant d'images qui servent la propagande et les services de renseignement ukrainiens. Cette vidéo montre un jeune soldat russe qui a reçu du thé et des gâteaux passer un appel à sa mère. Natacha, tout va bien, regardez. Parle-lui. Il finit par sangloter. Ça suffit pour l'instant, on vous rappellera. Il est en vie. Le ministère de la Défense russe a annoncé que 498 militaires ont été tués depuis le début de la guerre. Et selon les services de renseignement américains, plusieurs unités entières de l'armée russe auraient rendu les armes, sans combattre. Avec plus de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est le plus grand pays du monde. Son territoire s'étale sur 11 fuseaux horaires. Ainsi, quand il est midi à Kaliningrad, il est 22 heures à Petropavlovsk-Kamtchatski. À cheval sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, la Russie partage plus de 20 000 kilomètres de frontières terrestres avec 14 pays voisins. Elle a une population de 146 millions d'habitants, et bien que majoritairement russe, le pays compte près de 190 ethnies et nationalités. La Russie est divisée en 85 territoires qu'on appelle des sujets, selon un découpage territorial ou ethnique, comprenant depuis leurs annexions en 2014 la Crimée et la ville de Sébastopol. Mais depuis l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000, ces sujets ou régions ont progressivement perdu leur autonomie au profit du centre fédéral. Regroupés aujourd'hui en 8 districts fédéraux dirigés par des représentants du président, ces différentes régions russes connaissent d'énormes disparités et c'est ce qu'on va voir maintenant. À propos de ces clivages régionaux, une géographe russe, Natalia Zubarevich, propose un autre découpage du pays, celui des 4 Russies, que nous allons ici reprendre. La première Russie est celle des grandes agglomérations comme Moscou et Saint-Pétersbourg, où la modernisation économique et sociale post-soviétique a été plus rapide que dans le reste du pays. La seconde Russie est celle des centres industriels, des villes moyennes encore marquées par l'époque soviétique. La troisième est la Russie agricole, celle des petites villes qui bénéficient de subventions de l'État depuis l'embargo occidental. La quatrième Russie est la plus pauvre. Elle correspond souvent aux régions où les Russes ethniques ne sont pas toujours majoritaires. Par conséquent, le niveau de vie des Russes est très variable d'une région à l'autre. Ainsi, en 2019, à Moscou, le salaire mensuel moyen est de 94 000 roubles, environ 1 200 €, et le chômage de 1,4 %.
tandis qu'en Ingouchie, l'une des régions les plus pauvres, le salaire moyen est de 27 000 roubles et le chômage atteint 26,4%. L'un des grands défis pour la Russie de Vladimir Poutine et l'un des freins à sa puissance, c'est donc l'aménagement du territoire et des infrastructures. Des infrastructures qui ont souffert du manque d'investissement après la chute de l'URSS. Ainsi, si les grandes villes ont profité de la croissance des années 2000 pour construire et développer leurs infrastructures de transport, ceux-ci sont encore peu développés dans la partie orientale du pays. Une seule ligne de train à grande vitesse fonctionne actuellement, celle entre Moscou et Saint-Pétersbourg. D'autres restent en projet. Le plus long train du monde, le transsibérien, doit être modernisé face à la concurrence des nouvelles routes de la soie chinoise reliant l'Est à l'Ouest. Quant au réseau autoroutier, il reste faible et certains territoires reculés sont toujours difficiles d'accès en hiver. Par ailleurs, suite au démantèlement de l'URSS, la Russie a dû revoir ses infrastructures portuaires. Regardez cette carte des ports soviétiques de la Baltique. Eh bien, une large partie a été perdue suite à l'indépendance des États baltes. La Russie compense avec la création de 2 nouveaux ports début 2000 pour renforcer celui de Saint-Pétersbourg. La fin de l'URSS a également posé un problème de taille à la Russie, sa dépendance énergétique vis-à-vis des ex-républiques soviétiques. Du coup, la Russie a construit de nouveaux gazoducs depuis 2003, comme Blue Stream, Turkish Stream et Nord Stream 1, dont vous voyez ici le tracé. Ils ont été construits pour contourner avant tout l'Ukraine. Ainsi, le projet Nord Stream 2, qui relie la Russie directement à l'Allemagne, doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale. Le projet divise et contrarie plusieurs pays européens et les Américains qui souhaitaient intensifier les sanctions, notamment après l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny. Par ailleurs, suite aux sanctions occidentales après l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a augmenté ses exportations vers l'Est avec de nouveaux pipelines baptisés Force de Sibérie et Altaï à destination de la Chine. Autre grand projet réalisé, la construction d'un pont arrimant la Crimée au reste de la Russie, on l'a vu tout à l'heure. Le président Poutine, en quête de prestige pour son pays, a également investi dans des infrastructures dans le cadre de grands événements internationaux, comme le sommet de l'APEC en 2012 à Vladivostok, ou les JO d'hiver à Sotchi de 2014, ou encore la Coupe du monde de foot en 2018. On l'aura compris, la Russie post-soviétique a dû s'adapter et aujourd'hui, l'image économique du pays est contrastée. La Russie garde des positions solides dans plusieurs secteurs, dont beaucoup sont hérités du passé, le nucléaire civil, l'espace, les armements. Certains nouveaux secteurs se sont en parallèle développés, comme des compagnies Internet qui concurrencent Google, Amazon et Facebook dans le monde russophone. Mais cela ne compense pas les handicaps structurels du pays, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut dire tout d'abord que la Russie a souffert de la crise financière de 2008, mais aussi des chutes successives du prix mondial du pétrole, qui, avec le gaz, représente plus de 60% des exportations russes. Et puis bien sûr, le pays de Vladimir Poutine est affaibli par les sanctions européennes et américaines imposées depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'Union européenne a appliqué l'interdiction d'accès à son territoire et des sanctions économiques à 177 personnalités ukrainiennes et russes et des restrictions des échanges avec 48 entreprises du secteur bancaire, de l'énergie et de l'armement. En réponse, le Kremlin applique des contre-sanctions, notamment un embargo alimentaire sur les produits européens. Autre caractéristique de l'économie russe, la part de l'État dans le PIB du pays a considérablement augmenté entre 2000 et 2020. Les plus grandes et lucratives entreprises sont désormais contrôlées principalement par des proches du président Poutine. Le poids de l'État, la corruption endémique, créent un climat d'affaires instable, préjudiciable à l'ensemble de l'économie. Par ailleurs, pour répondre aux attentes d'une population souvent nostalgique de l'ère soviétique, la part des aides sociales dans les revenus des ménages a augmenté, tandis que l'esprit d'entreprise est en baisse, une situation qui handicape la diversification de l'économie russe.
En dépit de ces aides sociales nombreuses, le mécontentement existe en Russie avec la montée de l'inflation qui touche les produits alimentaires de base. Ainsi, les économistes s'accordent à dire que les Russes ont perdu environ 10% de leur pouvoir d'achat depuis 2014, tandis que les revenus stagnent au niveau d'il y a 10 ans et que les inégalités sociales augmentent. Constat, dans la Russie de Vladimir Poutine, le fossé se creuse. Les très riches sont encore plus riches, alors que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté atteint désormais 13,5% de la population. Selon les sondages, la situation économique et sociale est aujourd'hui la première préoccupation des Russes. La Russie qui a par ailleurs subi de plein fouet la pandémie de Covid-19. À l'exception d'un confinement au printemps 2020, le Kremlin avait fait le pari de maintenir l'activité économique du pays. Résultat, un bilan humain très lourd. La Russie occupe ainsi la 6e place mondiale pour les cas de Covid déclarés et la surmortalité entre 2019 et 2020 a été parmi les plus élevées au monde, derrière les États-Unis et le Brésil, avec 323 800 décès supplémentaires, principalement dus au Covid. Un bilan largement sous-estimé par les statistiques officielles. Vladimir Poutine, qui par ailleurs a voulu être en pointe sur la question du vaccin dès août 2020. La Russie se targue en effet d'être la première puissance à avoir mis en place le vaccin anti-Covid-19, le fameux Sputnik V, en référence au premier satellite lancé depuis la Terre pendant la guerre froide. Un an plus tard, l'Union européenne n'avait toujours pas homologué le vaccin russe, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de pays, dont la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie ou encore l'Iran et la Syrie, de commander des doses. La Russie, enfin, est confrontée à un défi démographique d'ampleur. La population russe s'est en effet réduite de 500 000 personnes entre 2019 et 2020, selon le service fédéral des statistiques Rosstat. Alors que l'espérance de vie avait progressé ces dernières années, elle a baissé de 2 ans en 1 an, conjuguée à un taux de fécondité très faible et à la baisse des flux d'immigration. Une crise de la démographie identifiée comme un défi historique par Vladimir Poutine lui-même. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done the live shot here. There are big explosions taking place in Kiev right now. Evet arkadaşlar, şu an saat 5. Duyduğumuz gibi sesler sanırım harbiden de arkasında şu an çatışma var. We want to take you live now to Kiev. You can probably hear there what is a siren now sounding in the capital there. The Kiev mayor also urging citizens to stay home after explosions were heard in the capital. Let's just listen in for a moment there. Это ж, блядь, откуда они, Сань? Или что это вообще?
Et regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Est-ce une simple provocation ou un avertissement à prendre très au sérieux? Avant de nous entendre, écoutons Vladimir Poutine. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Voilà pour les déclarations du président russe. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce missile et de ces annonces, parce que les deux sont très importants. Juste avant, pour bien comprendre, Nivine Potros, expliquez-nous ce qu'est ce Satan 2. Satan 2 ou Sarmat selon son nom officiel, c'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu, plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. Selon le Kremlin, ce missile en fait pourrait atteindre tous les points de la Terre puisqu'il n'y aurait pas de limite en matière de portée. Selon le Kremlin, sa portée serait plutôt comprise entre 11 000 et 18 000 kilomètres. Alors hier, un premier essai a eu lieu avec une distance beaucoup plus modeste puisque le missile Satan 2 est parti de la base de Plentstek, direction celle de Kamachka. On est environ à 5 000 kilomètres de distance. Et la particularité de ce missile, c'est qu'il peut changer de trajectoire, y compris juste avant d'atteindre sa cible, ce qui évidemment le rend très difficile à intercepter, voire même impossible d'échapper aux armes de défense anti-missiles, d'autant plus qu'il peut atteindre une cible à 10 mètres près. Quand on sait qu'il peut être tiré de 18 000 km, évidemment, c'est très impressionnant. Il pourrait être équipé d'une dizaine de têtes nucléaires avec une puissance maximale de 50 mégatonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2000 fois plus puissant que les bombes qui avaient été larguées au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que Satan 2 est en phase d'essai. Selon les experts, il faudra vraisemblablement plusieurs années pour qu'il soit vraiment opérationnel. Et puis, une autre précision qui a également son importance, ce projet, il ne date pas d'hier, il ne date pas non plus de la guerre en Ukraine, puisqu'il fait partie d'un projet plus global qui a été officiellement présenté en 2018. Merci Nivine pour ces explications très précises. Satan 2, 2000 fois plus puissant que les bombes qui ont été larguées au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Amiral, est-ce que cette démonstration de force qui a été faite par Moscou doit nous inquiéter ? C'est toujours inquiétant de voir développer comme ça des missiles de cette importance, surtout que militairement parlant, c'est quand même surprenant. C'est beaucoup d'argent pour des effets assez disproportionnés. On imagine difficilement de pouvoir utiliser autant de bombes avec autant de puissance sur un objectif quelconque. Bon, surtout mettre tout ça sur un seul missile, c'est surprenant parce qu'un seul missile, c'est un seul objet qui part. Après, il emporte effectivement une dizaine de têtes. Certains disent 12 têtes nucléaires. Et puis on peut imaginer qu'il y aura plusieurs objets, effectivement, pour affronter les défenses antimissiles. Bon, on est bien loin de pouvoir taper dans le monde entier, puisque, comme vous le savez, la Terre fait 40 000 km de circonférence. Donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais effectivement, ça peut dissuader et on peut tirer sur les États-Unis si on a des silos qui sont plutôt du côté du Kamchatka, d'ailleurs, que du côté de Plesetsk, ou alors il faudra tirer au-dessus de la calotte glaciaire. Bon, bref, c'est une arme comme il en existe déjà. Les Russes ont déjà, faut le rappeler, ils ont 1550 têtes utilisables aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de nouveau. On est là dans le discours de la dissuasion, du fort au fort, entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Dans le communiqué du Kremlin, on parlait plus du Royaume-Uni que de la France. Message sans doute à l'intention de Boris Johnson, qui en fait beaucoup en ce moment contre la Russie.
Mais voilà, nous avons la force de dissuasion avec des missiles tirés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et qui sont précisément pour que M. Poutine sache que s'il venait à utiliser cette arme contre nous, eh bien, lui aussi, il aurait des dégâts considérables, des dégâts inacceptables. Bonjour Michel Polaco, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en aéronautique et en questions de défense, spécialiste en armement. Très franchement, la puissance projetée de ce missile est spectaculaire. Ça sert à quoi d'avoir un missile comme celui-là? On imagine que si les Russes venaient à s'en servir, ce serait au-delà de la Troisième Guerre mondiale, une catastrophe pour l'ensemble de l'humanité. Alors je crois que l'interprétation qu'on en fait est exactement celle que voulait Vladimir Poutine, c'est-à-dire renforcer l'image de la dissuasion nucléaire soviétique, c'est-à-dire utiliser l'autre pied ou l'autre bras de sa défense. D'un côté, il a ses forces classiques qui opèrent actuellement en Ukraine. D'un autre côté, à un moment donné, était posée de part et d'autre la question de l'armement nucléaire. Et suite à un certain nombre d'événements, notamment le fait que l'OTAN et les Américains fournissent des armements de plus en plus efficaces et sophistiqués aux Ukrainiens, qu'ils fournissent des informations de plus en plus précises et intéressantes aux Ukrainiens, ce qui notamment a permis quand même de couler un croiseur. Les Russes ont voulu rappeler que si d'aventure on attaquait le cœur de leurs intérêts, et en l'occurrence c'est ce qui concerne pour eux une menace véritable contre leur territoire ou une menace contre leurs intérêts essentiels, ils ont toujours une dissuasion nucléaire. Et au passage, ils ont rappelé avec ce missile balistique qui n'apporte pas grand-chose par rapport à tous ceux qu'on connaît. Vous savez, comme le disait un stratège il y a longtemps, on peut essayer de tuer 800 millions de Français avec des armes, mais de toute façon, nous n'en avons que 67 millions à offrir. Donc voilà, c'est pareil pour ces missiles balistiques. Il y a, depuis le R-7 qui a lancé la première arme et fait la première démonstration, plus exactement, dans les années 50 en Russie soviétique, on a développé des missiles extrêmement puissants, de portée très longue, puisqu'ils sont balistiques. L'amiral Vichot disait tout à l'heure, la Terre fait 40 000 km, et ça veut donc bien dire qu'on n'est jamais à plus de 20 000 km en passant d'un côté ou de l'autre d'une cible. Et il y a bien longtemps qu'on est capable, grâce aux sous-marins nucléaires, par exemple, de se trouver toujours à une distance, à une portée de cible. Nous, les sous-marins nucléaires dont nous disposons, possèdent des missiles dont la portée est de l'ordre de 8 à 10 000 km. Les Russes en ont, les Américains en ont, les Britanniques en ont, les Chinois en ont. Et ce n'est pas parce qu'on ajoute 12 têtes au lieu de 6 têtes ou 8 têtes que ça change grand-chose. Simplement, c'est un message aux Américains d'abord et à l'OTAN ensuite pour dire nous avons modernisé la dissuasion nucléaire soviétique qui donc est maintenant une dissuasion nucléaire russe entièrement autonome et toujours aussi puissante et même encore plus puissante. C'est donc un message extrêmement politique. D'ailleurs, ils ont respecté les règles, c'est-à-dire qu'avant de tirer ce missile, ce test, ils ont prévenu les Américains et les autres possesseurs d'armes nucléaires dans le monde de manière à ce que ça ne puisse pas être pris comme un tir réel, mais que ce soit clairement pris comme un tir d'essai. Donc, ils ont respecté la règle. Simplement, ils ont envoyé un message très important pour dire ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ça relève du classique, ça ne relève pas de la sécurité et de la sûreté du territoire russe ou de vos propres territoires. Et par conséquent, pas de débat nucléaire. Sinon, vous voyez, nous sommes en mesure de vous démontrer que notre dissuasion est toujours et encore plus crédible. L'Occident doit-il livrer des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie à l'Ukraine? La question fait débat. Récemment, l'Ukraine a récupéré de vastes territoires occupés par les Russes. Beaucoup se demandent alors si l'acquisition de chars ultramodernes n'accélérerait pas le mouvement. En Allemagne, le sujet est particulièrement sensible. L'envoi de chars de combat européens en zone de guerre repose en grande partie sur Berlin. Seulement voilà, comme souvent, le gouvernement allemand a les yeux rivés sur les États-Unis. Alors que faire?
De quoi parle-t-on exactement? Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas experts en armement, voici quelques explications. Le char de combat Abrams vient des États-Unis. Les Britanniques ont le Challenger 2. La France, le char Leclerc. En Allemagne, c'est le Léopard 2. Problème, les Challenger 2 et les chars Leclerc ne sont plus fabriqués. Pour une fourniture à long terme, pièces détachées comprises, les Abrams et les Léopard 2 sont la seule option. Pour les véhicules de combat d'infanterie, les États-Unis utilisent le M2 Bradley, les Britanniques la série Warrior et les Français des VAB, véhicules d'avant blindés. L'Allemagne utilise des Marder et des Puma. Ces chars servent à transporter les troupes sur le front et sont armés. Ils sont généralement employés conjointement avec des chars de combat. Avant de nous pencher sur les bénéfices que les chars de combat occidentaux pourraient apporter à l'Ukraine, regardons l'évolution de la situation. La guerre en Ukraine a connu plusieurs phases. Des phases durant lesquelles le type d'arme envoyée ou pas par les Occidentaux a joué un rôle déterminant. Cette arme portative est un lance-missile anti-char de type Javelin. Ce système d'armes a été livré à l'Ukraine au début de la guerre, tout comme les lance-missiles anti-aériens portatifs Stinger. Les experts militaires sont formels. Si l'Ukraine a pu résister face aux Russes les premières semaines, c'est grâce aux armes de l'Occident. Dès le mois de mai, les combats s'intensifient dans le Donbass et l'armée russe gagne de vastes territoires. Comparé aux Ukrainiens, les Russes ont une artillerie beaucoup plus importante. En témoigne cette image de villes détruites. La phase suivante correspond à la livraison d'armes lourdes par l'Occident. Lance-roquettes multiples, obusiers motorisés, chars anti-aériens. Ces armes peuvent tirer à 80 km avec une grande précision et jusque derrière les lignes ennemies. Les Ukrainiens se distinguent aussi par leur habileté militaire. En septembre, ils prennent les Russes par surprise dans le nord-est et reprennent du terrain. Le président russe annonce alors une mobilisation partielle et brandit à nouveau la menace de l'arme nucléaire. C'est le début d'une nouvelle phase. Menace réelle ou coup de bluff? Impossible de le savoir. C'est aussi ce qui explique les réticences des Occidentaux à livrer des chars de combat. C'est pourtant une étape nécessaire, estime Raphaël Loss, expert en sécurité au Conseil européen pour les relations internationales. Pourquoi est-ce si important que l'Occident livre des chars de combat et d'infanterie à l'Ukraine? Je pense que nous devrions continuer à armer les Ukrainiens pour qu'ils puissent mener des contre-offensives et libérer des territoires occupés. Et ça passe forcément par l'acquisition de ces chars modernes. À moyen terme, ce ne sera possible qu'avec des chars de combat et d'infanterie occidentaux. Jusqu'ici, les Ukrainiens utilisent des armes soviétiques. Mais un jour, le stock sera épuisé ou détruit, le matériel sera hors d'usage. Il n'y aura plus de pièces détachées ni de réparation possible pour ces systèmes d'armes, car la Russie est le seul fournisseur et elle ne va certainement pas aider l'Ukraine à combattre les Russes. Il est donc logique et nécessaire qu'à un moment donné, l'Ukraine opère une transition vers du matériel occidental. À la mi-septembre, Raphaël Loss a créé l'événement avec ce qu'il appelle le plan Léopard, élaboré avec 2 collègues. C'est une sorte de plan directeur qui explique comment les pays européens pourraient livrer ensemble des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie à Kiev, sans que chacun appréhende de relever ce défi de son côté. Voici à quoi ressemble le fameux plan Léopard. C'est l'Allemagne qui prendrait la direction de cette initiative européenne. 13 pays d'Europe utilisent le Léopard 2. Ces 13 pays s'associent au sein d'un consortium. Ensemble, ils disposent d'environ 2000 chars de combat. Une bonne moitié sont d'anciens modèles. 90 de ces anciens blindés pourraient être envoyés en Ukraine pour équiper une brigade. Les chars cédés seraient remplacés dans chaque pays grâce à des fonds européens. L'Union européenne s'assurerait que les chars de combat puissent être réparés dans les pays voisins. Là encore, l'Allemagne prendrait la tête des opérations, notamment pour des raisons techniques. Pour chaque arme de guerre fabriquée en Allemagne, Berlin doit délivrer une autorisation d'exportation. Pourquoi est-ce si important qu'un grand nombre de pays participent à ce transfert de Léopard 2 ?
Plus le consortium européen compte de participants, moins ceux-ci seront impactés au niveau de leur stock et de leurs forces armées. Par ailleurs, c'est un message politique fort. Il ne s'agit pas d'une action isolée, mais d'une solution à l'échelle européenne. Vous aimeriez que les Européens prennent enfin les devants sur cette question? Pourquoi y tenez-vous autant? La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février est un affront direct. Il y a une volonté de remettre en cause, de saper les fondements de l'ordre sécuritaire européen. Dès lors, cette guerre nous concerne beaucoup plus. Elle est d'un point de vue géographique, mais aussi politique, beaucoup plus proche de nous que des États-Unis. Longtemps, personne n'aurait imaginé que le président russe Vladimir Poutine déclencherait une guerre. Lorsqu'il est passé à l'acte, tout le monde, ou presque, pensait que ce serait une guerre éclair que les Russes remporteraient haut la main. Mais les choses ont tourné différemment, grâce aux armes occidentales, mais aussi à la détermination des Ukrainiens. La plupart n'auraient jamais imaginé un jour devoir prendre les armes. C'est ce qui est arrivé au journaliste Konstantin Reutski. En mai dernier, il nous a envoyé des images du front. Il nous a aussi raconté comment il vivait sa nouvelle mission. Une tranchée près de Kharkiv, à proximité de la frontière russe. Ici, l'armée ukrainienne résiste depuis des semaines. L'artillerie russe pilonne les forces ukrainiennes avec une rare intensité. Ces images ont été filmées fin mai par le soldat et journaliste Konstantin Reutski. Les Russes évitent les combats directs. Ils préfèrent utiliser leur artillerie pour briser notre résistance. Ils disposent ainsi de beaucoup plus d'armes. On compte un tir ukrainien pour 20 tirs russes. La plupart des pertes sont provoquées par l'artillerie ennemie. La brigade de Konstantin a elle aussi perdu des hommes. Chaque perte est douloureuse. Dans mon unité, nous sommes tous proches les uns des autres. Mais la guerre est ainsi faite. Je crains qu'il n'y ait d'autres pertes. C'est le prix à payer pour libérer notre pays. Et je pense que chacun d'entre nous est prêt à le payer. Selon le président Zelensky, près de 100 soldats sont tués chaque jour. Un chiffre largement sous-estimé selon ses détracteurs. Je pense que ça ne sert à rien de tenir secret le nombre de nos pertes. Au contraire, nos citoyens doivent savoir le prix que nous payons tous. La situation reste grave. Certes, nous résistons, mais il nous faudrait plus de matériel et une union de toutes les forces possibles, à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi chez nos partenaires occidentaux. Pour Konstantin, sans les livraisons d'armes de l'Occident, l'Ukraine ne pourra pas poursuivre le combat. Je trouve très décevant qu'une partie des politiques européens sous-estime le danger que représente la Fédération de Russie. Car ce danger ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe, et peut-être même l'ordre mondial en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus les livraisons d'armes se feront attendre, plus Poutine aura de chances de concrétiser les projets d'expansion qu'il évoque si ouvertement. Tant que les armes de l'Occident n'arriveront pas plus vite et en plus grand nombre, les soldats ukrainiens ne pourront compter que sur leur combativité. Depuis notre reportage, d'autres livraisons sont arrivées avec notamment des armes lourdes, tant attendues par les Ukrainiens, comme des lance-roquettes multiples ou des obusiers motorisés. En ce début d'octobre, la situation a donc évolué. J'ai demandé à Konstantin Reutski si l'Ukraine avait toujours besoin des chars de combat occidentaux. Nous en avons besoin et de toute urgence. Ce sont des armes offensives et sans ces armes, il est impossible de mener à bien une offensive. L'Ukraine possède tout un arsenal de chars soviétiques, plus quelques chars ukrainiens également de l'époque soviétique. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de chars pour libérer les territoires occupés.
Sans armes occidentales, nous n'y arriverons pas. Je voudrais insister sur le fait que les armes occidentales sont technologiquement largement meilleures et plus précises que le vieil armement soviétique et l'armement russe actuel. L'utilisation d'armes occidentales permettra de réduire les pertes parmi les civils. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de ces armes. Nous les attendons. Armes légères, armes lourdes, obusiers motorisés, chars de combat. Entre les termes techniques et les débats nourris sur ce que l'Occident devrait envoyer ou pas à l'Ukraine, difficile d'avoir une vision claire de la situation. De combien de matériel de guerre les Ukrainiens disposent-ils? Qui a livré quoi? Quels sont les pays qui s'impliquent davantage? On voit ça tout de suite. Le plus gros donateur sont de loin les États-Unis. On distingue l'aide militaire en orange, l'aide humanitaire en bleu clair et l'aide financière en bleu foncé, soit un total de 44 milliards d'euros. Le deuxième donateur est l'Union européenne. Viennent ensuite le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France arrive en 8e position. Il s'agit ici des aides octroyées jusqu'à début août. Depuis, d'autres promesses ont été faites. L'Allemagne, par exemple, s'est engagée à envoyer 4 obusiers motorisés supplémentaires et 50 véhicules de transport blindés. Si on rapporte ces contributions à la performance économique des pays, les États baltes sont très généreux. L'Estonie et la Lettonie caracolent à la première et deuxième place, avec près d'1% de leur PIB. La Lituanie est 4e, la Pologne 3e, les États-Unis sont 10e, l'Allemagne 16e et la France 21e. L'étude porte sur 40 pays donateurs. Malgré ces aides, c'est le statu quo au niveau des chars de combat. Aucun Abrams américain ni Léopard 2 allemand n'a été livré. Depuis longtemps déjà, Emmanuel Macron plaide pour que l'Europe s'engage davantage pour sa propre sécurité. Mais qu'en est-il des chars de combat? De nombreux pays sont sur la réserve. Au final, tous les regards convergent vers l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz hésite. Pourtant, selon sa ministre de la Défense, l'Allemagne devrait endosser le rôle de leader militaire en Europe. Mais au sein de la coalition, les sociodémocrates sont réticents à l'envoi de chars de combat, tandis que les Verts et les libéraux font pression. De retour d'Ukraine, la ministre allemande des Affaires étrangères s'y est, elle, montrée favorable. Mais l'armée allemande a-t-elle les moyens de donner du matériel? Visiblement, pas vraiment. Si les véhicules de combat d'infanterie Marder doivent être retirés du service, seuls 40 pourraient faire l'objet d'un échange dit circulaire, l'armée ayant besoin des autres. Qu'en pense notre expert en sécurité? Jusqu'ici, l'Allemagne a toujours freiné des 4 fers à l'idée d'envoyer ses chars en Ukraine. L'armée allemande a-t-elle épuisé ses capacités? C'est une question de politique. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de l'OTAN a dit très clairement qu'à l'heure où la liberté et la sécurité européennes sont défendues en Ukraine, il est plus important de mettre à disposition d'importants stocks militaires, notamment ceux de l'OTAN, que de les reconstituer selon les règles de l'OTAN. Depuis le 24 février, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il y a quelques jours, il a souligné que ce n'était pas du bluff. Cette rhétorique vise précisément à saper les processus décisionnels occidentaux, à créer des tensions et à paralyser les discussions. Son but est de saper le soutien politique de l'Occident à l'Ukraine. Jusqu'à présent, c'est à cause de l'Allemagne et surtout du gouvernement allemand si la solution du consortium ou même simplement l'envoi de chars Léopard 2 n'a pas abouti.
Це досить суттєва небезпека, оскільки їх важко виявити з засобом протиповітряної оборони. Вони летять дуже низько для радарів, але вони летять дуже гучно. Їх мотор нагадує звук бензопіли або моторолера, і їх можна почути навіть пересічному громадянину для того, щоб вжити заходів, щоб перейти в укриття, почувши таке наближення такого звуку з неба. D'habitude, la mesure et la discrétion sont deux qualificatifs qui collent assez bien à la diplomatie chinoise. On peut dire que Pékin n'est pas vraiment coutumier de déclarations fracassantes. Alors, quand le président Xi Jinping évoque la possibilité d'une guerre, on l'écoute avec attention. J'ai engagé les militaires à se tenir prêts pour la guerre. J'ai engagé les militaires à se tenir prêts pour la guerre.
随时爆发，你们准备好了吗？ Engager les militaires à se tenir prêts pour la guerre. Les Chinois se préparent donc pour la guerre. La raison de cette poussée de fièvre se situe en mer de Chine, un territoire stratégique pour Pékin à plus d'un titre. Déjà parce qu'il sépare la Chine et Taïwan. Pékin considère la Chine et Taïwan comme faisant partie d'un même ensemble. Deux entités chinoises partageant la même culture, la même origine ethnique et des langues reconnues. Reste une différence fondamentale, deux gouvernements séparés. L'un communiste, l'autre capitaliste. Deux idéologies radicalement opposées. La réunification serait-elle la solution ? Rien de tel n'est envisageable. Environ 100 km de mer les séparent, un espace où Donald Trump installe ses navires de guerre. Еще раз ебануло нахуй. Отходим, Барс, отходим, Барс! Черный! Барс, отходи, отходи, отходи! Держу, держу, держу. On est dans le cockpit d'un Su-25. C'est un avion spécialement développé dans les années 70 par l'URSS dans le but vraiment de soutenir les troupes au sol. On voit d'ailleurs au tout début de la vidéo, en bas à gauche, que l'avion est à environ 200 pieds. Concrètement, c'est 60 mètres d'altitude. On ne sait pas si c'est par rapport au niveau de l'eau, par rapport au niveau du sol. Il n'empêche, l'avion volait très bas. Via les images, on a déjà analysé que cet avion s'est crashé le 17 juin, ou en tout cas annoncé pour la première fois. Le crash a pu être localisé à Novaya Slobodka, dans la région de Belgorod, en Russie. C'est via l'OSINT, l'Open Source Intelligence, que le crash a pu être géolocalisé. On voit d'abord qu'il y a un lac. Quand le pilote s'éjecte, on voit qu'il y a une falaise aussi avec une énorme plaine. Et donc, au fur et à mesure, en accumulant toutes ces informations, il y a moyen de décortiquer réellement ce qui s'est passé. Guerre en Ukraine oblige. Beaucoup d'analystes ont pensé à un tir-missile ukrainien, mais très rapidement, en fait, quand le pilote s'éjecte, on voit justement à ce moment-là, au moment de l'éjection, quelques secondes, il faut vraiment faire image par image, que l'empennage de l'avion est totalement sectionné. On voit aussi que la gouverne de direction qui fait partie de l'empennage, n'est plus du tout là en fait, a été arrachée grâce à la géolocalisation de l'avion. On peut voir qu'il y a une ligne à haute tension et que le 17 juin, on a plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que
tiens, dans la région de Belgorod, il n'y a plus d'électricité à certains endroits. En fait, l'avion volait à très basse altitude et est rentré dans une ligne à haute tension. La ligne à haute tension, forcément, a arraché la gouverne de l'appareil, et l'appareil était, dès lors, totalement incontrôlable pour le pilote, qui s'est éjecté, comme on peut le voir dans la vidéo. L'éjection, c'est vraiment le dernier recours. C'est très brutal pour un pilote. Au moment où il sort, il va aussi vite que l'avion. Le Su-25, concrètement, c'est 950 km/h maximum. Bon, là, il devait faire sûrement moins, mais d'ailleurs, les pilotes, quand ils s'éjectent, perdent environ 1 cm de hauteur, puisque leur cage, vraiment toute la structure osseuse est rapetissie par l'éjection, par la puissance de l'éjection. Reçu pas mal de vidéos, pas mal de liens, pas mal de questions. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné aujourd'hui? Je crois que c'est plutôt de l'RR au programme. Oui, tout à fait. Nous allons parler du MiG-29 qui a soi-disant lancé des roquettes sur Mosul hélicoptère. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, donc dans cette vidéo qui est publiée le 24, c'est ça? Ouais, qu'on nous a envoyé assez tôt, certaines personnes voient un crime de guerre, donc nous on ne va pas commencer à rentrer là-dedans. Moi, ce que j'arrive à faire dire à ces images, donc, qui sont datées du 24 sur Twitter, mais encore une fois je ne sais pas si elles ont vraiment été prises le 24, eh bien c'est qu'on voit un MiG-29, donc un avion de combat, probablement ukrainien, qui fait une passe d'attaque. Il fait une passe d'attaque air-sol. Généralement les passes d'attaque air-sol, on les fait au-dessus de 10 degrés de cabré. Plus vous avez du cabré, du piqué comme ça, 10 degrés de piqué, ça vous permet de mieux ajuster. Là, on voit qu'il est plutôt plat et qu'il ouvre le feu un peu à travers les arbres avec donc 2 missiles propulsés. Donc du coup, tu m'as dit, la plupart des internautes pensent que c'est quoi? Tir de roquette. Tir de roquette. Effectivement, le MiG-29 peut tirer de la roquette. La roquette, c'est utilisé pour de l'air-sol. Là, moi, je pense, encore une fois, c'est une analyse comme ça, je pense que c'est du missile RR. Le missile RR, à ton avis, c'est fait pour tirer au sol? Non, effectivement. Néanmoins, dans certains cas, certains missiles peuvent se guider sur une source de chaleur. C'est ce qu'on appelle les missiles infrarouges. Vous avez vu les vidéos sur le Fox 2, ce sont des missiles infrarouges. Et il est possible, avec un missile infrarouge, de détecter une source de chaleur. Donc une source de chaleur qui pourrait être un tracteur, ça fonctionne, ou alors, comme certains internautes le pensent, un hélicoptère, c'est ça? Exactement. Donc c'est possible que le pilote de MiG-29 ait vu un hélicoptère posé à côté du bâtiment et qu'il ait décidé d'ouvrir le feu, de faire un repel, comme on dit, d'ouvrir le feu avec 2 missiles. Le premier qui prend une trajectoire plutôt vers le bas et le deuxième que l'on voit. Est-ce que c'est très efficace? Voilà, j'ai des doutes. Quel est le type de MiG-29, de missile employé? Je pense que c'est de l'A11 Archer, qui est un missile qui fait une petite centaine de kilogrammes, qui est très manœuvrant et qui a une petite charge explosive. Donc ça peut faire le job effectivement contre un hélico. Maintenant, est-ce que je pense que c'est volontairement un tir contre un bâtiment? Je ne pense pas. Et le point intéressant là d'un point de vue tactique, c'est voir cet angle. Mais je pense qu'on pourra expliquer un peu plus en détail plus tard pourquoi il a un angle aussi bas. Tu as d'autres vidéos? Alors, prochaine vidéo, c'est 2 MiG-29
2029 et certains de ta communauté pensent que c'est un combat aérien et cette vidéo a été publiée le 24 février. Ah oui, c'est vrai. Ouais, celle-là, vous avez été nombreux à me l'envoyer. Elle a beaucoup fait parler. Il y en a même qui en ont utilisé pour le fameux fantôme de Kiev. Ce que je vois de cette vidéo, moi personnellement, c'est une patrouille de 2 MiG-29. Donc généralement, les pilotes de combat, est-ce qu'ils travaillent seuls? Non. Et voilà, ils travaillent toujours au minimum par 2 quand tout va bien. Hein. Quand vous êtes attaqué depuis 5 jours et tout, c'est peut-être différent. Mais là, on voit clairement 2 avions. De par leur trajectoire, donc on a un avion qui est haut, l'autre avion qui passe beaucoup plus bas. J'ai l'impression que le leader est l'avion bas et que l'équipier au-dessus essaye de garder le visuel avec son leader. Et on le voit renverser sur la fin de la vidéo, vous voyez, par cette trajectoire vers la gauche. Donc le leader est en très très basse altitude. L'équipier est légèrement au-dessus, généralement en dessous de 300 mètres d'altitude. On a tendance en tant qu'équipier à se mettre en étagement positif et il essaye de suivre son leader qui, je pense, vole aussi bas parce qu'il veut rester en dessous des systèmes sol-air, donc de tout ce qui est engagement d'avion en l'air. Voilà, je pense qu'on peut dire. Donc, MiG-29, travail en équipe, une paire ou section, comme on dit. Autre chose? Oui, prochaine vidéo, c'est un Sukhoi 24 où il y a des explosions derrière et certains de ta communauté d'ailleurs, ils voient des missiles. Alors ce n'est pas de l'impact de missiles, on va pas donner de nom, qui a dit ça? Qui a dit ça? Je rigole. On dénonce pas. Non, c'est effectivement, on voit des explosions derrière, mais c'est du tir de leurre infrarouge. Encore une fois, c'est pour se protéger de missiles infrarouge. Donc là, pas forcément du missile RR, probablement du missile solaire, du SATCP, sol-air, très courte portée. On a entendu parler des Stinger qui sont livrés à l'armée ukrainienne. Le Stinger, c'est cœur domaine SATCP. C'est un missile avec une petite charge explosive de quelques kilos qui va être tiré depuis l'épaule de quelqu'un et qui va pouvoir se guider vers la source de chaleur des réacteurs. Donc le pilote de Sukhoi 24, dans ce cas-là, il fait de la très basse altitude, il s'attend à se faire tirer dessus, ou peut-être qu'il a vu des choses qui ressemblent à des troupes au sol qui pourraient le targeter, lui tirer dessus. Il fait donc un tir préventif de leurre infrarouge. Ces leurres infrarouges, on les a pas en illimité, donc s'il les tire, c'est qu'il sent quand même une certaine tension. Moi, je peux pas vous dire beaucoup de choses différentes. Ah si, quand même. À ton avis, Sukhoi 24, c'est avion russe ou c'est avion ukrainien? Avion russe. Avion russe, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet aéronef russe est en basse altitude. S'il est en basse altitude, c'est qu'il a peur des systèmes solaires, et c'est donc qu'il reste des systèmes solaires moyennes ou haute altitude aux Ukrainiens à ce moment-là. D'ailleurs, on voit beaucoup comme tu disais, d'avions en basse altitude. C'est vraiment une technique, une tactique. Absolument. Donc la basse altitude, c'est quelque chose qui a même été utilisé par l'armée française lors du début du guerre du Golfe. L'objectif, c'est quoi? C'est si vous êtes bas et rapide, vous ne pouvez pas être targeté, être attaqué, être pris en chasse par du S-300, du S-400, du SA-11, donc tout ce qui est système sur sol, air, moyenne ou haute altitude. Le seul danger va être des armes légères, une Kalachnikov, du tripolet, anti-aircraft artillerie, ou du SATCP comme on l'a dit. Néanmoins, il faut vraiment être très bas. Là, on voit bien que c'est limite on slalom entre les arbres, là vous êtes tranquille. Si on commence à monter à 200, 300 mètres d'altitude, là malheureusement on peut rentrer dans le volume d'engagement de certains de ces missiles. Donc voilà, si vous n'avez pas la maîtrise complète du théâtre des opérations, que vous avez peur de vous faire abattre par du S-300 ou autre, vous allez voler à basse altitude. Donc tant qu'on voit des avions à très basse altitude, c'est qu'ils ont peur de la moyenne altitude et des systèmes solaires. Du coup, on est plus protégé si on est en basse altitude Du coup, en basse altitude, tu es plus protégé, tout à fait. Néanmoins, tu restes vulnérable aux armes légères et au système SATCP, d'où ce largage de leurre préventif ou réactif. Ça marche aussi. Si tu vois le missile arriver, tu vas lancer ses leurres, réduire la puissance de tes réacteurs et manœuvrer l'avion. Très bien. Autre vidéo publiée le 26 février. Alors là, on voit des traînées de condensation dans le ciel. Certains pensent que c'est un dogfight. À ton avis? Oui, alors là, effectivement, traînée de condensation, haute altitude, par rapport à ce qu'on disait juste avant, ces avions-là n'ont pas peur de la haute altitude. Il s'agirait probablement d'Ukrainiens, mais encore une fois, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais ça voudrait dire en fait qu'à cet endroit-là, là où ils sont, il n'y a pas de risque de système solaire moyenne ou haute altitude. On les voit clairement aux traînées. Vous voyez au niveau des formes là dans les traînées qui font des hippodromes ou des ronds. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la cape. Alors la cape, c'est pas cap ou pas cap, quoique avec les systèmes solaires qui traînent, c'est un peu ça, mais c'est de la combat air patrol qui veut dire combat air patrouille.
Exactement, Combat Air Patrol, combat air patrouille, patrouille de combat aérienne. Donc c'est notamment de la protection de l'espace aérien. Donc vous avez 2 avions qui font des cercles, qui allument leur radar, sûrement un qui regarde iso-altitude, sûrement un qui regarde en dessous, et ils travaillent ensemble, ils scannent l'espace aérien, ils essayent de détecter une menace, un hélicoptère, un avion de chasse ennemi, et si besoin, s'ils le détectent, ils vont comité, ils vont décider d'aller dessus, d'aller l'intercepter, d'ouvrir le feu dessus. Donc ça, c'est de la protection de l'espace aérien, soit fait par les Russes au-dessus d'une ville russe, je ne sais pas, soit fait par les Ukrainiens au-dessus d'un endroit où ils ont aucun risque de se faire attaquer par du S-300, S-400. Donc à cet endroit-là, ils savent qu'ils vont pas se faire attaquer par un système solaire. Néanmoins, est-ce que là, avec un SATCP, avec un Stinger, tu penses pouvoir les abattre? Non. Exactement. Avec un Stinger, là, on ne peut pas les abattre, ils sont trop hauts, ils sont quasiment à 2 fois l'altitude à laquelle un Stinger peut être efficace. Au niveau de la formation, on voit que ça se rapproche, c'est tout simplement à cause du virage. Le leader part en virage, l'équipier décide de se rapprocher, ça peut être parce qu'il part en interception, ou ça peut juste être parce qu'il a mal géré son virage aussi, là ça dépend. Je peux pas vous donner la réponse. Là, ils sont 2, ils peuvent aller jusqu'à combien dans ce genre de... Alors idéalement, tu aimerais être 4. 4, ça permet d'en avoir 2 qui vont vers la menace, 2 qui reviennent et ça tourne en contre-rotatif. Là, on en voit 2, peut-être qu'ils sont 4, on voit pas les 2 autres. Si moi j'étais leader d'une patrouille de cap avec seulement 2 avions, je me serais mis en contre-rote. Donc tu aurais vu qu'un seul avion, l'autre avion serait en face. Maintenant, ça dépend du système utilisé, on est sur des radars sur passif, ça dépend de plein de choses. Là, ce qu'on voit, c'est la protection de l'espace aérien classique. Défensif. Quand tu parles de radar passif, c'est-à-dire? Alors le radar, il y a différents types de radars. Il y a des radars en fait électroniques et actifs qui sont par exemple ce qu'on a sur une nouvelle version du Rafale et ce qu'ils ont sur Sukhoi 57, les Russes. Après tu as des radars plus mécaniques, ancienne génération, qui sont un peu moins, enfin même qui sont moins efficaces et du coup la manière d'utiliser ton radar, qui j'avais expliqué dans une vidéo, c'est comme une lampe torche, eh bien ton faisceau n'est pas le même. La vitesse à laquelle tu peux déplacer ton faisceau radar n'est pas le même. Et donc, du coup, le fait d'être à 2, ça te permet de mieux scanner l'espace aérien. Un radar actif, électronique, en gros, tout seul, tu peux tout surveiller. Avec ces radars d'ancienne génération, la doctrine a tendance à être on travaille par 2, un qui regarde en haut, un qui regarde en bas. Comme ça. Ça, c'est les pinceaux radar. On fait comme ça, avec un petit overlap. Alors, dernière vidéo. C'est un Sukhoi 30 et on voit derrière une grosse explosion. Effectivement, donc le Sukhoi 30, est-ce que les Ukrainiens en ont? Non. Non, donc les Ukrainiens ont du MiG-29, ils ont du Sukhoi 27, ils n'ont pas de Sukhoi 30, ça ressemble à du 30. Est-ce que c'est du 35? Encore une fois, je ne saurais pas vous dire. Néanmoins, le point qui est intéressant, c'est de voir qu'il est en basse altitude. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que le pilote pense qu'il peut se balader en moyenne altitude en toute sécurité? Probablement pas, on est d'accord. Donc il est en basse altitude et il a probablement fait un largage d'armement air-sol. Vu la trajectoire, ça ressemble sûrement à de la bombe. Encore une fois, on ne peut pas dire à 100% que c'est sa faute, mais il y a de grandes chances que ça vienne de lui. Quand on voit la taille de l'explosion, ça ressemble à de la bombe assez majeure. Alors il y a différents types de bombes, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais ça va de 100 kg à des fois 1 tonne 5. Là, ça ressemble quand même à, si ce n'est de la 500, peut-être même de la 1500 kg, au moins sur de la 500. Et c'est donc une explosion majeure. Donc, ça serait un bombardement effectué depuis la basse altitude par ce Sukhoi. Il y a des grandes chances, j'ai envie de dire 80% de chances pour que ce soit de l'armement non guidé, c'est-à-dire que le pilote n'ait pas guidé sa bombe en même temps. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir guider la bombe, on est soit sur du système GPS, mais là il était un peu bas, soit sur du système laser, et pareil, il est un peu bas pour pouvoir tirer au laser. Donc là, je pense qu'on vient de voir un bombardement avec une bombe non guidée laser. Tu dis justement Sukhoi 30, 35, tu as du mal à voir pourquoi? Ils se ressemblent beaucoup quand même, et ensuite au niveau de la qualité des images qu'on voit, j'ai du mal à vous faire la différence, pour être très honnête. Faudrait peut-être, si certains d'entre vous sont des experts en retravailler les images, n'hésitez pas à faire des screenshots et nous les envoyer, mais en français dans le texte, on n'a pas la techno avec nous dans l'équipe pour faire ça. Nous on est juste là pour essayer de vous faire prendre du recul, voir ce qu'on peut faire dire à ces images, essayer d'arrêter certaines fake news, certaines informations. On a vu avec le fantôme de Kiev que des images DCS d'un jeu vidéo étaient utilisées pour faire de la propagande. Medvedev, qui fort de ce titre ronflant, s'est laissé aller hier, Suzanne Prez, à des prédictions pour la nouvelle année. Racontez-nous, je crois que ça vaut le détour.
P8 pour être exact, sur son compte Twitter à 1,1 million d'abonnés. Alors vous vous demandiez par exemple combien va coûter le pétrole l'année prochaine. Lui vous répond 150 $ le baril. Et ce n'est pas tout, c'est tout l'avenir de la politique internationale que l'ancien président russe déroule sur son compte. Par exemple, il explique que le Royaume-Uni rejoindra de nouveau l'Union européenne, que l'Union européenne, elle, s'effondrera, et puis enfin qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis. Enfin voilà, bref, l'avenir de l'Occident n'est pas radieux selon l'ancien président russe. Alors, on sait, Suzanne, que Medvedev lit dans les boules de cristal et qu'il a plein de prédictions, notamment sur la guerre en Ukraine. Oui, il parle fréquemment d'une troisième guerre mondiale. Le monde est au bord de l'implosion. C'est ce qu'il souligne. Medvedev, qui s'est révélé être l'un des plus grands partisans de cette guerre en Ukraine. Il parle de nazis au sommet du pouvoir ukrainien qu'il faut combattre. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on lui demande de se justifier sur ses propos. Il explique « On me demande souvent pourquoi mes publications sont aussi dures. La réponse est que je les hais, et entendez bien les Ukrainiens, tant que je serai en vie, je ferai tout pour les faire disparaître. » Alors, Medvedev, c'était avant, je dis bien avant, un modéré. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il s'est radicalisé dans ses propos. Et ce que l'on peut dire, c'est peut-être que c'est stratégique avant tout. L'ancien président russe, numéro 2 désormais, vous le disiez, du Conseil de sécurité, ne cesse de grimper dans les échelons. Et hier encore, Vladimir Poutine l'a même nommé vice-président de la commission militaro-industrielle. Pour la faire courte, c'est un organe politique russe très important présidé par Vladimir Poutine. Donc cette radicalisation, c'est finalement peut-être payante pour Dmitri Medvedev, qui a peut-être déjà à l'esprit la succession de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Suzanne. International maintenant, d'après des soldats ukrainiens basés à la frontière, les chars russes auraient reculé de 10 km. Monsieur Poutine, vous retirez vos troupes ? Non, on prend de l'élan.